Évoquer toutes ces questions, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et Imam Amadou Mokhtar Kanté, membre de la société civile. Remue Ménage, ce dimanche de 10h à 11h, Mohamed Ali Mouba face à ses invités sur de toute l'actualité, Remue Ménage qui s'installe donc pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Au micro, Mohamed Ali Mouba, à la technique Abdou Kiam. Nous avons le plaisir cette semaine de recevoir un imam. Il s'agit de Imam Mokhtar Kanté. Il est intellectuel, il est écrivain, une personnalité de la société civile. Bonjour Imam. Bonjour Mohamed Ali Mouba, bonjour à toute l'équipe de la RFM. En face de Imam, l'inspecteur du travail à la retraite, Mamadou Sow. Mamadou Sow, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à Imam et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, premier sujet de notre entretien, la transhumance, on dirait politique, dans les rangs de l'APR. Ça se dégarnit. Dernier recrue pour la cité, Adjimbergan Kanouté, ancienne vice-présidente du groupe parlementaire Benno. Elle était investie sur la liste Takou Walou. Que comprendre de ces vagues de ralliement, monsieur l'inspecteur du travail, Mamadou Sow? Merci Mohamed. En fait, parler de la question de la transhumance sur le terrain politique revient à aborder une question fondamentale qui nous ramène à l'éthique. Alors, il est difficile de comprendre quelqu'un qui puisse, dans un temps donné, défendre effectivement des principes au service d'une organisation qui a un certain pouvoir, fût-il le pouvoir d'État ou tout autre pouvoir économique. Et une fois que la situation se soit modifiée, qu'on soit amené effectivement à, admettre ce qu'on combattait pour simplement, du point de vue simplement, évidemment, des intérêts qui ont pratiquement bougé. Et c'est de ce point de vue, je pense qu'il nous faut aborder la question sous l'angle de celui qui défendait hier et qui décide aujourd'hui d'aborder un autre camp. Mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire le camp qui semble attraire, qui semble attirer. Je pense qu'aussi à ce niveau-là, l'expérience historique aura montré qu'effectivement, en général, quand les organisations arrivent au pouvoir, puisqu'ayant des moyens extrêmement importants, évidemment, eux aussi sont pratiquement enclins à pouvoir, faire un appel, fût-il du pied ou de manière directe. Et je pense que dans tous les cas de figure, c'est des choses moralement condamnables. Parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement se battre, apporter sa contribution, tout en restant sur les positions que l'on défendait hier, transhumance. Alors donc, du côté du pouvoir, on va citer Fadilou Keïta, une personnalité de ce parti PASTEF. Cette personnalité donc est montée au créneau pour apporter des éclaircissements après que certaines personnes ont accusé PASTEF d'avoir favorisé la transhumance, dont on parle bien sûr sur sa page Facebook en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et directeur de campagne de PASTEF. Imam, il a fait la part des choses en soulignant que PASTEF n'a pas enregistré, je cite donc, de nouvelles adhésions. Avant d'ajouter, il a par contre reçu plusieurs soutiens, notamment des élus et autres acteurs politiques du PDS, de l'APR, etc. Est-ce que cette justification est plausible, Imam? Je pense qu'elle est problématique, cette justification, mais il me semble que le parti PASTEF ne pouvait pas faire l'économie d'une tentative de justification. Parce que quand même, il y a des positions qui ont été prises sur cette question de la transhumance. Il y a les VAR qui sont là. On a bien vu Ousmane Sonko, le président de PASTEF, dire quand on sera au pouvoir, ne connaît que tok finga tok, continuer, kher li ngay kher. Et ça, c'était une belle expression, je trouve. Mais depuis lors, je pense que, n'est-ce pas, de l'eau a coulé sous les ponts des deux côtés. Et ça m'amène à dire que nous vivons une crise de l'éthique politique terrible, très profonde, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, le soutien de Adjimbergan Kanouté, ça m'a beaucoup surpris, quand même. Il y a d'autres qui m'ont moins surpris. Mais elle, la position qu'elle avait, je la voyais comme une dame quand même qui a marqué la législature par sa constance, n'est-ce pas? Et par des positions argumentées, intellectuelles et assez solides. Sur le plan éthique, sur le plan de ce qui s'est passé dans ce pays-là depuis 3-4 ans,
n'est-ce pas, ou des gens qui ont considéré que le parti PASTEF était quelque part un peu le moteur de cette violence politique. Je préfère dire même de cette violence en politique, n'est-ce pas, et de beaucoup de choses qui aujourd'hui rejoignent ce même parti qu'ils considéraient comme étant le parti qui a déstabilisé ce pays-là depuis 3 ou 4 ans. Alors que ce parti-là, qu'est-ce qui a changé entre-temps, à part la variable accès au pouvoir? Donc c'est très grave. Et maintenant, quand je vois souvent les justificatifs, les pseudo-justificatifs qui sont donnés pour rejoindre, c'est toujours des choses qui n'ont pas de substance éthique. Regardez par exemple, notre grand frère doyen Alakan, que nous connaissons depuis, etc., nous a demandé dans une réunion, etc., mon marabout m'a demandé. Donc on se cache toujours derrière un lien d'amitié, un lien religieux, pour mettre en berne des convictions politiques, comme vient de le dire mon co-débatteur. Alors, donc, Imam, monsieur, vous positionnez ici sur le plan de la morale, mais si l'on cherche un peu à regarder de plus près le phénomène, est-ce que aussi l'explication politique ne peut pas être acceptable dans la mesure où on a entendu du côté de Pastef dire, et évidemment, si vous voulez, venez, on ne va pas vous marquer comme des militants, on ne va pas vous vendre des cartes, mais si vous voulez soutenir, venez soutenir. Vous êtes juste des sympathisants, il n'y a pas de problème. Ça ne s'explique pas. Mais là, c'est problématique. Parce que déjà, comme je l'ai dit, si vous prenez une Adji Mergane Kanouté, vous regardez un peu ses positions par rapport au Pastef et d'autres comme elle. Donc, c'est Pastef, n'est-ce pas? La seule chose qui a changé, c'est que maintenant Pastef est au pouvoir. Oui. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer cette transhumance-là, ou bien en tout cas ce soutien qui est apporté au Pastef. Autre chose, moi je me demande comment est-ce que si quelqu'un a un minimum de conviction politique, comment il peut changer de liste de soutien en l'espace de 2 semaines? Quand même, Ali Mouba, certains étaient investis oui, sur des je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas là des limites de nos lois électorales et tout? C'est-à-dire comment nos lois peuvent permettre que des gens qui sont sur une liste... Déthié Fall, avant Adji Mergane, Sam Sakadou... Comment peut-on être fondateur même d'une liste, membre fondateur d'une liste? Par exemple, Déthié, c'est lui qui a donné le nom à Sam Sakadou, après qui ne va pas faire Sam Sakadou. Et après qui va transiter. Il utilise même le terme, je pense, de translation. On joue sur la sémantique, etc. Mais, donc mon problème, c'est comment en 2 semaines, quelqu'un peut changer de conviction politique? Comment en 2 semaines, quelqu'un qui considère que ce parti-là va mener le pays qui goûte le Ndjemé Réumi, maintenant dit non. Maintenant, je vois mieux les choses. Maintenant, ce parti-là peut mener, parce que je considère que si vous le soutenez, c'est que vous considérez que c'est bon pour le pays. Voyez un parti qui dit je ne vais plus chercher des suffrages, je me limite à soutenir un autre parti. Donc ce parti-là, est-ce qu'il a le droit encore d'exister en termes de parti politique? Par contre, j'aurais compris qu'ils disent je fais une coalition avec un autre parti. Donc la question même de la vocation même du parti politique au Sénégal se pose profondément. Donc il faut revoir tout ça. Donc c'est pas étonnant qu'on ait 40 listes, qu'on ait 100 partis, parce que c'est des entités qui sont là pour attendre, n'est-ce pas, une opportunité. C'est des entreprises. Oui. Voilà, c'est des entreprises. Et je termine quand même pour le Pastef, pour dire que j'aurais compris que des gens disent on va aller soutenir la liste Pastef, peut-être pour certains, soi-disant, pour être protégés de quelque chose, etc. Bon, on verra. Mais par contre, la démarche de Pastef, quand par contre Pastef va courtiser des gens, c'est extrêmement problématique. Par exemple, Malik Sall a bien précisé dans sa communication que c'est sur demande du Pastef que je suis allé en réunion et que maintenant je les soutiens. Pour des gens qui disaient non. On a démarché personne. On a démarché personne et nous allons seuls. Donc, ils ont besoin de ces soutiens. Donc, finalement, de ces personnalités-là, pourquoi faire? Et ces gens-là aussi qui viennent rejoindre, il y a, je termine pour dire que il y a au Sénégal, dans les partis politiques, etc., il y a beaucoup de choses qui relèvent du ressenti, qui relèvent de règlement de compte, qui relèvent de problèmes de perception crypto-personnelle, beaucoup plus que de conviction politique. Alors donc, Mamadou Sow, sur la question, je vous relance. Qu'est-ce que cette transhumance peut apporter évidemment à Pastef? Si je vous pose la question, c'est parce qu'on le sait, aujourd'hui les populations manifestent leur hostilité par rapport à ce phénomène. Qu'est-ce que Pastef gagne à accepter ces transhumants? Bon, en fait, il y a évidemment des risques.
Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut voir la mutation qui est intervenue dans le discours de Pastef. Okay. Parce que quel que soit ce qu'on puisse dire, on a démarché personne, on a arrêté les cartes, ça c'est des explications. Mais ce qui est dans le fond, c'est de rechercher toutes les possibilités qu'offre évidemment l'exercice du pouvoir pour pouvoir sortir majoritaire. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire les transhumants, vous savez, en Afrique, c'est-à-dire il est important qu'on puisse s'interroger le rapport de l'Africain au pouvoir. C'est-à-dire que nous, le pouvoir, c'est un moyen de pouvoir, disons, se réaliser personnellement. D'enrichissement personnel. Voilà. Et peut-être en y ajoutant ce que l'imam a dit, peut-être certains qui ont des choses à se reprocher, etc. Bref, l'un dans l'autre. Quand d'un côté, le nouveau parti au pouvoir a besoin de majorité, lance, de l'autre côté, des gens qui peut-être tiennent à des privilèges, effectivement, bon, c'est la rencontre, c'est une rencontre. Demandez une offre. Mais, merci beaucoup. Vous savez que disons simplement, la société sénégalaise, elle est assez complexe sous ce rapport-là. C'est une société faite de contradictions. Il y a peut-être, je parle de la grande masse, il y a une grande masse qui est là pour qui, effectivement, cette démarche de Pastef, effectivement, n'est pas du tout à saluer et peut-être même est à sanctionner lors des élections. Mais il est évident aussi que vous avez d'autres Sénégalais qui ne comprennent pas. Et c'est là où peut-être les gens joueront. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Dans tous les cas de figure, il y a une réprobation générale. Il y a une réprobation, en tout cas, si on ne peut pas dire générale, en tout cas, une tendance à la réprobation, effectivement, de ce qui s'est passé. Que ce soit, je suis sûr qu'on avait des indicateurs pour mesurer, par exemple, la dame, là, comment elle s'appelle? Madame Kanouté, depuis sa déclaration et avant, ce qui est sûr et certain, c'est la tendance à la baisse, comme d'autres, etc. Maître Malick Sall, alors ministre, ainsi de suite. De la justice. Voilà. Donc, je pense que de ce point de vue, il appartiendra maintenant, et ça, c'est justement le rôle aussi des partis politiques, dans ce timing-là de campagne, pour pouvoir effectivement mettre encore absolument en exergue la nécessité, évidemment, de sanctionner tous ceux qui, évidemment, sont prêts à répondre à l'appel des sirènes. Moi, je pense que c'est un peu de ce point de vue qu'il y a lieu de voir. Maintenant, comment cela va se passer? Nous sommes une société très complexe. Il y a peut-être la possibilité des forces aussi sociales qui peuvent influer sur agir sur tel ou tel ressort. Mais en tout état de cause, moi, je fais confiance effectivement à l'homo sénégalensis, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, mais moi, j'ai l'habitude de voir les choses dans une perspective historique. De toute façon, c'est des leçons. Et tout à l'heure, je voudrais en terminer. Quand Maître Imam a dit effectivement la législation, rappelez-vous au départ, la transhumance, pendant très longtemps, elle n'a jamais été fait l'objet de mesures législatives. Mais à un moment donné, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée quand même, oui. Celui qui quitte un parti perd le mandat. C'est absolument. Et ça aussi, ce qui vient de se passer, et les questions, mais ça va se régler, parce que dans tous les cas de figure, la marche effectivement des peuples, personne ne peut l'arrêter. C'est vraiment, comment on dit encore, des va-et-vient, quoi. Mais dans la tendance historique, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que le 21e siècle, sa caractéristique fondamentale, c'est la recherche de l'éthique. Et à partir de où les gens adoptent des attitudes anti-éthiques, mais il est clair que, évidemment, peut-être c'est le début, mais après l'éthique finira par triompher. Regardez tout ça à travers le monde. C'est peut-être ce que je voulais dire. Et pourquoi, selon vous, que la transhumance, quand même, a la tête dure, on le voit à travers un peu l'évolution historique de l'évolution politique, en tout cas de notre pays. On dira à chaque fois qu'il y a donc alternance, on voit que les uns et les autres quittent un peu les partis, les formations politiques pour aller vers le pouvoir. Est-ce que aussi vous avez cherché à comprendre un peu l'explication au-delà peut-être du fait que beaucoup vont au pouvoir pour chercher un peu pitance, peut-être aussi qu'il y a l'élément audit qui est derrière. On sait sous Abdoulaye Wade, c'était après la même chose, on a utilisé les audits pour pouvoir capturer une bonne partie des éléments du Parti socialiste. Ça a été le cas sous Macky Sall. Est-ce que, d'une certaine façon, Pastef n'est pas en train de reproduire le même schéma? On est enclin à le dire. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'il y a lieu de retenir, il faut partir d'abord des motivations de l'individu qui décide de s'engager en politique.
Ça dit que si on fait un peu l'histoire avec déjà les pères de l'indépendance, quoi qu'on puisse dire, c'est des gens qui étaient animés par le principal souci de se libérer de la colonisation et de faire avancer le pays. Et on est arrivé, dans les années peut-être, c'est un peu de mémoire comme ça, j'ai souvenance un peu, M. Babacar Ba, paix à son âme, ministre de l'économie et des finances, qui avait mené une grande campagne de, disons, démantèlement du PDS. Mais là-bas, ça avait porté un certain effet économique parce que, moi je suis de Thiès, quoi. On s'est vertu à cette époque à voir les plaques des voitures, là, les S7A, S6A, et en un temps très record. Le Parti Socialiste s'est souvent évertué à démanteler le PDS d'Abdoulaye Wade, voilà. Prendre l'essentiel de ces cadres. Voilà, mais là-bas, on visait, parce que c'était dans le cadre de la campagne arachidienne, le fameux compte K2, etc., qui avait permis à faire apparaître de grands opérateurs économiques au niveau de la région du Sine Saloum avec les campagnes arachidières, etc. Mais aujourd'hui, ça dit que ce qui s'est passé à partir de 2000, c'est là où effectivement l'argent est entré. Pratiquement, les gens sont venus faire la politique essentiellement pour, évidemment, comme on dit, pour le lucre. Ça dit, ce n'est plus au nom d'un idéal. C'est surtout ça. La donne est fondamentale. Il y en a qui se battent pour un idéal. Mais aujourd'hui, la grande tendance, c'est effectivement d'y aller pour pouvoir effectivement... Parce que regardez, M. Djiboka, paix à son âme, disait, où est-ce que vous voyez quelqu'un dont le premier métier est d'être ministre? Mais on l'a vu sous Wade. Donc, c'est ça qui a fait tilt un peu chez les gens. Chacun lorgne. Maître est de la société civile. Regardez un peu même le comportement de certains éléments de la société civile, hier et aujourd'hui. C'est-à-dire cette nuance-là, vouloir naviguer entre deux eaux. Mais tout ça, c'est peut-être pour répondre à l'appel des sirènes. Mais je pense que fondamentalement, en tout cas, il y a une question extrêmement, et c'est de ce point de vue que peut-être aussi, en dehors de ce que les gens feront sur d'autres terrains, les médias aussi ont un rôle à jouer pour pouvoir véritablement aussi mettre l'accent sur ces questions et poser le débat à ce niveau-là. Imam Kanté, on sait que PASTEF a toujours été un parti anti-système et le crie partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que PASTEF, peut-être que le parti a été rattrapé par la réalité politique classique qu'on connaît au Sénégal, c'est ça? Oui, je pense que c'est cette dynamique-là que nous sommes en train de voir. Donc, ce n'est pas vraiment un jugement superficiel, mais on voit un changement de discours. Il y a donc des variables qui permettent de mesurer cela. Donc, c'est parfaitement objectif de voir que on est anti-système quand on est dans l'opposition. Maintenant, quand on arrive au pouvoir, il y a les réalités du pouvoir, pas seulement des questions de les difficultés même inhérentes à la gouvernance d'un pays. Ça n'a rien à voir avec être dans l'opposition, etc. On a vu là aussi que PASTEF a d'énormes difficultés pour honorer ses engagements. Voilà, donc les problèmes de gouvernance, on voit que c'est pas évident du tout. Et d'ailleurs, même cette démarche de PASTEF, parce que si vous dites je vais seul aux législatives pour voir damay natt sama bopp, etc. Pourquoi aller démarcher encore des gens? Ça veut dire que donc on cherche des appuis avec des gens que aujourd'hui, si on les sort du système qu'on combattait, rien ne reste dans ce système-là. Donc aujourd'hui, un maître Macky Sall, un maître Sall par exemple, regardez le jeu, il a joué un rôle, je peux dire, très important, institutionnel sur le dossier Adji Sarr. Abdoulaye Salih Sall aussi, qui était un bailleur d'une certaine façon de Macky Sall. Voilà, les canoutés, les Adi Merdiane qui ont enlevé l'immunité de Ousmane Sonko, etc. Donc, si tu sors ces gens-là du système, tu les récupères, qu'est-ce qui reste dans le système de Macky Sall, entre guillemets, le système de... etc. Donc, quand on voit aussi le changement de discours, donc, il est vrai, anti-système quand on est dans l'opposition, mais quand on est au pouvoir, on se rend compte qu'il y a des problèmes de gouvernance qui ne sont pas réglés par les mêmes attitudes qu'on avait dans l'opposition. Et aussi, on se rend compte qu'il y a des gens dont on a besoin pour une raison. Et moi, je vous dis, par exemple, aujourd'hui, les personnes qui sont récupérées, qui sont démarchées, il y a forcément une contrepartie. C'est clair. D'abord, peut-être une contrepartie peut-être qui n'est pas aussi évidente que ça, c'est de penser, par exemple, est-ce que vous pensez... Échapper aux audits? Il peut y avoir ça, mais aussi, par exemple, Adi Merdiane Kanouté, qui dit, voilà, maintenant, j'apporte mon soutien
à PASTEF, je demande de voter pour PASTEF. Et si vous pensez que ça va être un transfert automatique, est-ce que les suffrages, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui vont dire oui, Adi l'a dit, je vais donc. C'est pas évident. Mais peut-être que donc Adi Mergane, il y a peut-être une autre contrepartie, il y a autre chose qu'elle peut offrir à la gestion du pouvoir. Quoi, par exemple? Parce que de toute façon, elle n'est pas sur la liste. Donc, elle ne sera pas députée de PASTEF. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à jouer? Un autre rôle. Quoi, par exemple? Ah, ben voilà, je ne sais pas. Ce rôle-là, il faut aller demander au doyen Alakan, qui est parti discuter avec Adi Mergane, qu'est-ce que le doyen leur a dit. Il y a forcément une contrepartie. Il ne peut pas juste venir lui dire Adi, je te respecte beaucoup, je t'aime bien, il faut soutenir le PASTEF. Adi dit ah oui, tu as raison, doyen. Déstabiliser le défunt régime, pourquoi pas? Le défunt pouvoir. Mais pourquoi pas? On peut le voir, on verra. Justement, pourquoi pas? Elle a des ressources politiques. Elle a des ressources politiques. Elle a fait un cheminement avec ce qu'on a appelé l'ancien système. Oui. Hein? Donc, on verra comment tout ça va se passer. Maintenant, l'autre problème que je trouve, c'est que, effectivement, le système que PASTEF est en train de mettre en place montre que le populisme a atteint ses limites. Parce que on a dit, voilà le système qui a créé tous ces problèmes-là au pays, mais maintenant, ce n'est plus tellement ce problème-là. Laissez-nous récupérer les gens de ce système-là pour mettre en place un système qui va faire fonctionner le pays. Donc, on a vu d'ailleurs la révolte qu'il y a eu sur la nomination du directeur de la SNHLM. Pour que le président fasse une sortie pour dire il faut prendre de la hauteur. Donc, de la hauteur. Ah bon? Donc, c'était bas. Donc, voilà, c'est le populisme, c'était assez bas. Donc maintenant, à quoi peut-on s'attendre au sein de PASTEF? On sait que ces arrivées peuvent créer des remous en interne. On a vu, vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de Samba Ndiaye, ancien DG des trains du Sénégal, si je ne m'abuse, sous l'ancien régime. Oui. Alors, ces remous, qu'est-ce que ça peut créer au sein de PASTEF? Ah ben moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes. Parce que comme j'ai dit, il y a forcément une contrepartie. Donc, vous voyez, tous ces gens-là qui rejoignent, entre guillemets, vous disent je le fais parce que je considère que il faut soutenir ce parti-là pour le bien du Sénégal. Personne ne va dire c'est pour le malheur du Sénégal. Donc, la contrepartie, c'est les événements qui vont le décider. Et on va le voir. Comme j'ai dit, aujourd'hui, par exemple, Maître Malick Sall, Adi Mergane Kanouté et d'autres ne peuvent pas être sur la liste des députés. Mais donc, si le doyen Alakan va voir Mergane, il y a forcément quelque chose qu'elle peut apporter, qui lui promet, et quelque chose que Adi Mergane peut apporter. Il y a forcément une contrepartie. Adi Mergane aussi, là, c'est pas une petite personne politique. Je veux dire, c'est-à-dire que, voilà. On ne peut pas juste lui dire Tata, viens soutenir PASTEF. Mimi Touré, vous voyez par exemple, elle apporte un soutien, mais elle a des dividendes, de plus en plus de dividendes. D'abord la nomination, représentante du président. Mais regardez, PASTEF qui va faire nommer, PASTEF Coalition Diomaye, qui va faire nommer un élément du système de Macky Sall, représentant du chef de l'État. Ancien ministre de la Justice, ancien Premier ministre. Oui, voilà. De Macky Sall, voilà, qui est nommé représentant. C'est-à-dire vraiment, normalement, le président de la République doit être représenté que par des gens qui sont vraiment de son propre système, de son propre parcours politique. Mais Mimi Touré. Et tout simplement parce que elle apporte des choses, elle a des ressources, et d'ailleurs, elle le montre. J'ai dit, il y a toujours une contrepartie. Par exemple, chaque fois, Mimi Touré, vous voyez, pour moi, PASTEF est hyper organisé quand même. Ils ont donné des missions, des feuilles de route, chacun son rôle. Par exemple, Mimi Touré, on lui donne, tu colles à la culotte, entre guillemets, pardonnez-moi, il faut coller à la culotte Macky Sall. Donc, même si Macky Sall mange du niabé le matin, elle dit c'est pas normal. Elle devrait manger des carottes. Ensuite, elle colle aussi à Amadouba. Mon dossier Bob Linkodjo. Après, il y a quelqu'un d'autre, on lui donne le dossier de tel et tel. Et il y a aussi les religieux, on leur donne le dossier. Il faut mobiliser le Coran, les hadiths, comme le religieux qui est sorti la dernière fois, pour dire que celui qui ne vote pas pour ces listes, Mingiti Bakar. Et c'est un commentateur du Coran. Donc, dans un média, oui. Donc, il y a des fonctions qu'on attribue comme ça à des choses. Mais tout ça,
il me semble que ce n'est pas forcément une bonne dynamique pour le pays. Voilà. Alors donc, Mamadou Sow, sur ça, que va-t-on faire finalement des audits et de la reddition des comptes? Bon, en fait... Vu le chassé-croisé là... c'est ça qui va nous ramener encore à la question de l'éthique. C'est-à-dire que les gens, en accédant au pouvoir, qu'est-ce qui les motive? La première question, elle est là. C'est-à-dire que si effectivement on accède au pouvoir pour pouvoir faire avancer le pays, je pense qu'à partir de ce moment, rien ne pourra arrêter ceux qui ont décidé. De la même manière, à propos des audits, bon, jusqu'à présent, on en est encore à une certaine phase. Hein. Ce n'est pas encore des documents, disons, qui n'ont pas encore reçu l'onction, effectivement, des instances habilitées. Le pôle judiciaire. Voilà, bon, tout comme le pôle judiciaire, la Cour des comptes, etc., etc. Bon, mais en attendant, regardons un peu, c'est comme c'est des choses qu'on agite. Et là, peut-être, je pense que c'est par rapport à la tête de liste de PASTEF. Parce que moi, je ne vais pas parler du Premier ministre, parce que ça, c'est le dédoublement fonctionnel. Ça dit qu'il y a des propos qu'on tient en pleine campagne. Il me semble important d'avoir un peu de retenue. Parce que vous ne pouvez pas en pleine campagne dire telle personne, bon, en tout cas, ce sera la dernière élection à laquelle il participera, etc. Bon, Farbangom, oui, voilà, le Premier ministre. Voilà, ça nous ramène donc à dire une chose, parce que vous l'avez abordé dès le début, la question des audits de 2000. Quelle utilisation en a-t-on fait? Politicienne. Hein? Voilà, très politicienne. Et j'ai en souvenance le dernier directeur du Soleil, Ibrahim Agaï, qui au lendemain de la défaite a fait son éditorial pour dire j'ai perdu, il a démissionné. Mais après, on l'a amené en prison pour par la suite le blanchir. Il y a la dame, la Diagne, qui était à Khadi Diagne, qui était à j'ai oublié, c'est la zone là, vers Castor là. Sodida, voilà. Elle était de la Sodida, on l'a accusé après, on l'a blanchi. Bon, Azissal, etc. Donc il y a eu une utilisation pour en faire juste un moyen de chantage. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui a bien géré, dans tous les cas de figure, il n'a rien à craindre. Maintenant, de l'autre côté, je ramène la question à la dimension individuelle, ce qu'on appelle le coefficient personnel. C'est-à-dire un individu étant conscient on lui a confié les affaires de la gestion publique, il a fauté, mais il n'a pas à chercher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette peur du Premier ministre, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui dit ouvertement parlant de Farbangom, que ce sera votre dernière campagne. D'ailleurs, ça me permet de réussir la question tout à l'heure, quand sera-t-il au PASTEF? C'est-à-dire avec cette transhumance, que ça pourrait coûter au PASTEF? Il y a deux choses. Moi, je suis sûr que dans le PASTEF, il y aura deux lignes. C'est-à-dire des gens qui croient à l'idéal PASTEF. Ça, non pas à un homme. Et des gens qui croient à un homme. C'est-à-dire que, par exemple, M. Sonko, donc premier responsable de PASTEF, des gens qui le déifient. Bon, ces gens-là, même prenons, c'est-à-dire demain, même que ce soit à l'Assemblée où ils se trouveront, pour eux, c'est comme le député qui disait Macky Moma fi indi, le mouwak laïdef. Ces gens-là, c'est clair. Mais je pense aussi que dans le PASTEF, il y a des hommes qui sont venus au PASTEF par conviction. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cette question de transhumance, etc., sera en contradiction avec les principes. Et en ce moment, c'est la vie elle-même qui va trancher. Donc, il ne faut pas exclure que peut-être ce qu'on pourrait appeler deux lignes puissent se confronter au sein du PASTEF pour pouvoir, après, en tout cas, éclater au grand jour. Bon, de la même manière, comme vous l'avez dit, c'est ce qui ont... Parce que comment quelqu'un peut peut-être... L'autorité habilitée à prendre une décision, prend cette décision. Moi, j'ai entendu dans les médias, j'ai oublié le nom, le monsieur, dire qu'ils étaient contre, etc., etc. Parce que la politique, c'est une chose, la gestion de l'État, c'est autre chose. Maintenant, dans tous les cas de figure, je pense que, comme on le dit, c'est la vie, c'est des questions que la vie elle-même se contentera de trancher. Alors donc, on va évoluer dans cette émission avec ces plaintes croisées entre PASTEF et ARC pour diverses infractions
présumé, on dira. Maître Abdi Ndiaye, avocat de PASTEF, a déposé cette semaine une plainte. Il accuse la candidate Anta Babacar Ngom et autres d'être les principaux responsables des violences survenues, souvenons-nous, à Mbacké. La plainte vise les chefs de destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires, etc. Le parti Alternative pour la Relève, ARC et citoyenne, ARC et sa présidente portent plainte contre Sonko. De leur côté, contre le responsable départemental de PASTEF à Diourbel pour complicité d'agression. Alors, la judiciarisation de l'espace politique, Imam. C'est une crise de l'éthique politique qui donne ce résultat. Parce que on a des discours incendiaires, accusateurs, des discours de procureurs à la place de discours de gens qui ont une vision politique. On voit par exemple, aussi bien dans la campagne qu'avant la campagne, je vois par exemple des ténors du PASTEF tenir des discours de procureurs. En l'occurrence, Ousmane Sonko. Lui et d'autres. Bodian Duport a dit plusieurs fois ne peut pas gérer ce pays-là avec des opposants milliardaires qui circulent dans le pays. C'est lui le procureur ou bien le directeur du port. Fadilou Keïta aussi a pourchassé Khalifa Niasse depuis quelques semaines. J'ai des dossiers sur lui. C'est pas normal ça. En tant que directeur, il est dans l'administration publique. Il ne doit pas cibler un citoyen. Il ne doit pas cibler un citoyen parce que c'est des dossiers. S'il a trouvé des dossiers, il doit dire il y a une enquête administrative en cours et les gens vont répondre à l'administration. C'est comme ça que nous devons gérer ce pays-là. C'est pas ce qu'on est en train de voir. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, dans le discours de la campagne législative, il y a des propos qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, donc je crois qu'il y a un recul de l'éthique politique. Il y a eu beaucoup de problèmes au Sénégal, comme dans d'autres pays, sur les pratiques politiques, des conflits politiques, etc., Mais il me semble quand même que c'est la première fois qu'on atteint ce niveau vraiment de rase pâquerette là, où vraiment ça tire vers le bas. Tout le temps. Et je crois que ce n'est pas une bonne dynamique pour le pays. Maintenant, moi, quand vous étiez en train de parler de ces dossiers de plainte-là, j'avais déjà le mot judiciarisation en attendant la question, et vous l'avez prononcé. J'ai dit donc voilà, on partage la même analyse. Donc, plus on judiciarise, plus on personnalise, et plus on perd de la vision politique, et plus on perd de la discussion de questions vraiment politiques dans l'espace public. Donc, laissons-leur prendre le temps et perdre de l'énergie à aller déposer des plaintes, alors que les Sénégalais attendaient une campagne riche en termes de nouvelle législature. Qu'est-ce qu'on veut nous proposer, etc. Justement, sur les propositions, vous avez suivi la campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez senti? Les enjeux de campagne? Est-ce que les acteurs vous ont parlé? Bon, en fait, quand on regarde de plus près, je pense qu'il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Parce que parfois, le sentiment qui prévaut, c'est peut-être comme si on était aux élections présidentielles. Fondamentalement. Bu ngeen ma falee, man bu ma demee dinaa def lii, dinaa def lële, etc., ainsi de suite. En oubliant que, bon, en fait, nous sommes ici dans le cadre d'élections législatives. Alors, ce à quoi je dis que c'est l'une des campagnes les plus pauvres, en termes, de mon point de vue, les plus pauvres en termes de propositions et d'analyse. Regardez, les gens, quelqu'un vous diront, bon, on va faire ceci ici, on va faire ça, etc. Terminé. C'est essentiel, c'est-à-dire vendre des illusions, entre guillemets. Bon, maintenant, que se passe-t-il? Regardons bien la situation du pays. C'est-à-dire c'est une situation de crise, bon, corrélée à un contexte international de difficulté. C'est-à-dire dans un pareil contexte, c'est vraiment semer l'illusion que de dire je vais régler les problèmes. Vous savez, le discours qu'il fallait dire, c'est que ce pays-là, c'est le nôtre. Et c'est nous les Sénégalais qui vont le battre, et sans esprit exclusif. Je veux dire par là, tout à l'heure, je crois qu'il y a récemment, je ne sais plus dans quel un parti où on a parlé d'idée de gouvernement d'union. C'est-à-dire, c'est au fond le large rassemblement qui pourrait aider à dépasser cette situation. Mais regardez bien, en général, le parti, quand il vient au pouvoir, tout parti qui arrive au pouvoir
pense que c'est lui qui a la solution. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qu'on devrait rechercher, c'est que ce soit pouvoir-opposition, comment trouver les ressorts internes qui puissent mettre les populations en mouvement. Et à partir de ce moment, amener chaque Sénégalais à s'interroger sur son comportement, c'est-à-dire le plus terre à terre. Vous prenez la circulation, ce que les gens font, hein, le laisser aller, hein, bon, les gens des motos qui passent dans un sens interdit, etc. Voilà un ensemble de questions. Mais les gens, ils se situent donc au niveau macro, faire des promesses mirobolantes, et après, au retour, bon, on se retrouve. Donc, pour moi, fondamentalement, les hommes politiques doivent réinterroger leur discours. Le discours, c'est quoi? C'est les difficultés et que faire pour pouvoir y aller. Et ça transcende effectivement l'appartenance politique. C'est-à-dire, au-delà, il va falloir que les gens puissent bâtir des consensus forts pour pouvoir avancer. À mon avis, voilà peut-être ce qu'il y a lieu de. Mais du point de vue du discours, chacun tire sur l'autre, que c'est moi qui détiens la solution, mais ça dit, c'est encore ce qu'on a vécu hier et avant-hier, FEDES, etc. Or, les gens doivent pouvoir innover, parce que la vie, elle avance. Oui, et si, Alimou, et si vous permettez que je complète un peu, doyen, son raisonnement, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, je discutais avec un ami, je lui disais effectivement la pauvreté de cette offre politique dans la campagne pour les élections législatives, on a complètement effacé la fonction de député. Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, voilà, je suis à l'aise. On a complètement, parce que je me disais, est-ce que je ne suis pas trop excessif? Je pense qu'on a effacé complètement la vocation de l'Assemblée nationale. Avec l'autre législative qui va venir, ils vont continuer ça. Parce que tout simplement, ça se montre dans leur discours. On montre bien que ce ne sont pas des gens qui préparent des députés pour le Sénégal. Ils préparent autre chose, des coqs en jambes entre eux, et on va en voir. Maintenant, l'Assemblée nationale, sa vocation naturelle et salvatrice, salutaire pour le pays, c'est de jouer un rôle de séparation de pouvoir. Est-ce que personne n'en a parlé? Pourtant, c'est un grand problème, cette affaire-là. Proposition de loi, projet de loi, contrôle de l'action publique gouvernementale, évaluation des politiques publiques. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est ça les fonctions vraiment importantes de l'Assemblée nationale. Donc, les gens-là devaient nous dire dans la campagne comment ils pensent que leur liste va permettre à l'Assemblée nationale de revenir à ce rôle important pour le Sénégal. Mais voilà, on entend autre chose. Alors, mais malgré tout, on sait que ce scrutin il sera très disputé et Dakar est un enjeu, tout comme Pikine, Touba, parce que quand même, c'est des zones à démographie importante. Et donc, au niveau de Dakar, qu'est-ce que vous entrevoyez, Mamadou Sow? La bataille, elle sera difficile, rude. Ce qui est clair, c'est que ça va être très rude. Entre PASTEF et l'intercoalition. Sakadou et ça va être Samba Sakadou, Wallo. Voilà, ça va être très rude, hein, parce que c'est les enjeux. Ce qui se détermine, c'est les enjeux, c'est quoi? Ça veut dire que cette assemblée de deux choses l'une, soit elle sera plurielle, c'est-à-dire que le pouvoir, l'opposition, bon, au sens large, est majoritaire. À partir de ce moment, effectivement, si aussi les gens comprennent bien leur mission, ça c'est peut-être l'intérêt du Sénégal, de mon point de vue, se trouverait là. Parce qu'on aura peut-être une opposition, mais je veux parler d'opposition constructive. C'est-à-dire qui serait là pour appuyer à chaque fois que l'exécutif fera quelque chose de bon, mais qui aussi dénoncera à chaque fois que l'exécutif s'engagera dans des voies sinueuses. Mais de l'autre côté, sera une force de proposition. Et à cet égard, bon, c'est peut-être le profil. Il faut avoir peut-être le profil de ceux qui ont été déjà, disons, ceux qui ont été proposés sur les listes. Donc, il y a deux dimensions. Il y a d'un côté, effectivement, l'expérience de ceux qui y seront, d'un côté, mais il y a aussi les motivations. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle tantôt le coefficient personnel. Maintenant, comme nous le disons, c'est les enjeux. Aujourd'hui, c'est des enjeux extrêmement importants. Peut-être là, pour ceux qui ont déjà le pouvoir, c'est un premier pas, il faut le compléter. Mais là, il va falloir, à la lumière de l'analyse, l'expérience historique
du Sénégal de l'indépendance à maintenant, est-ce que cette forme-là, c'est-à-dire un cas où peut-être chaque fois le parti qui a gagné, le parti présidentiel, étant majoritaire à l'Assemblée, est-ce que là, ça va dans le sens toujours de l'intérêt des populations? Parce que des fois, des gens vont introduire des réformes, comme disait l'autre, eh bien, une majorité, elle sert à ceci. Ça a dû faire passer toutes les lois qu'on voudra. Les lois déconsolidantes. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. De l'autre côté aussi, c'est-à-dire que le parti au pouvoir, effectivement, peut se retrouver majoritaire, mais ce qui conditionnera, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'il s'agit de travailler pour l'intérêt supérieur du Sénégal? À partir de ce moment, on transcende les partis politiques pour peut-être appeler à de larges convergences. Bon, maintenant, c'est là où moi, j'ai un problème avec beaucoup d'acteurs politiques sénégalais. Parce que les gens ne sont pas sortis du prisme étroit de leur parti. C'est-à-dire qu'il ne faudrait aujourd'hui que des députés qui entrent, qui sachent qu'ils ne sont pas des députés du parti. Mais c'est comme le député du peuple. À cet égard, bon, il y a Talassila qui a fait je crois, je l'ai entendu une fois parler de ça, pour essayer de mettre. Espérons, parce que Tala aussi, on a eu une certaine expérience de lui. Mais espérons simplement que ce mot d'ordre-là qu'il pilote, que ce mot d'ordre puisse s'emparer, puisse, être pris en compte par l'ensemble des futurs députés qui viendront précisément pour être tous des députés, effectivement, du peuple sénégalais. Alors, si on jette les premiers pas dans cette direction, là, on peut être optimiste. Mais si c'est simplement pour pouvoir faire ce qu'on veut, eh bien, là encore, pauvre de nous. Alors, à quel type de recomposition politique peut-on s'attendre? On voit que du côté de l'opposition, en tout cas, ça bouge, tout comme du côté du pouvoir. Bien, et je pense qu'il y aura l'entité, on peut dire, libérale. En face, toutes les familles libérales qui ont essayé de se reconstruire bon an, mal an avec ce qui reste. N'est-ce pas? Moi, je vois et ensuite peut-être la troisième entité, l'entité de la gauche, mais qui s'est perdue un peu avec Pastef. Hein. On ne sait plus tellement voilà, ce que ça donne, etc. Mais il y a quand même, je pense, la LD ou bien le PIT qui résiste. Qui ne soutiennent, voilà, donc qui ne sont pas emportés par la vague Pastef. Il me semble qu'actuellement on a ces trois grandes tendances politiques. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que le problème au Sénégal, c'est que pour les pays occidentaux, etc., c'est plus lisible, parce que justement là-bas les gens adhèrent vraiment par convention dans une. Regardez aux États-Unis, un grand pays, deux partis. Peut-être on va se projeter un peu avec ce duel, on dira Barthélémy Diaz d'une certaine façon, Samba Sakadou, il dirige une liste nationale à Dakar, et de l'autre côté Ousmane Sonko aussi, dans les élections, la présidentielle de 2029 se joue aujourd'hui, en 2024, oui. Imam. Mais parfaitement, oui, effectivement, et je pense que d'ailleurs Barthélémy l'a parfaitement compris, et quelque part il est en train de faire son chemin avec tout le respect dû à son mentor Khalifa Sall, mais en même temps avec une certaine fermeté pour lui dire qui s'est un peu éclipsé apparemment. Ben oui, je pense que oui, peut-être que lui aussi a compris quand même que son temps politique. Il a fait son temps. Oui, je pense bien. Et de toute façon, ce serait mieux qu'il le comprenne comme ça. Parce que même s'il ne le comprend pas comme ça, ça peut tourner à une humiliation. Et c'est pas bon. Quand vous êtes un aîné, quand vous avez formé des jeunes, etc., à un moment donné, il faut savoir comment se présentent les choses. Donc, il ne faut pas que ça laisse un mauvais legs. Il faut avoir ce recul-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ne serait-ce que le PASTEF, aujourd'hui, pour leur faire face, c'est pas une considération personnelle que j'ai contre le PASTEF externe, mais c'est une entité qui est là, mais c'est une entité qui a de l'énergie, qui a des jeunes. Il y a des gens aujourd'hui, dans certaines coalitions, qui sont en train de faire la campagne comme du temps de Senghor. Mais quand vous voyez une caravane de PASTEF passer, comme je l'ai vu, et une autre caravane passer, il n'y a pas photo. Donc, pour faire face à cette mouvance PASTEF, il faut des jeunes, il faut de l'énergie,
Hein, il faut aussi un certain discours, etc., qui n'est pas toujours policé, Pour comme que les le discours des libèrent aînés. un peu Voilà. la place. Donc aujourd'hui, je avec pense que l'arrivée aussi de Bougane Gueye Dany sur la scène. voilà, et une élection présidentielle aussi, ça se prépare au moins, voilà, dans la durée. Macky Sall l'a payé grave, Benno Bokk Yakaar, parce que c'est pas en 2 mois qu'on présente un candidat à la présidentielle. Peut-être que c'est quelque part on voulait même pas un autre candidat, mais ça se paye cher, cash comme ça. Et maintenant, je pense que Barthélémy a tiré des leçons de tout ça. C'est un gars pragmatique. Vous voyez, c'est un gars pragmatique. Voilà. Et maintenant, il se dit, j'ai ma base, c'est-à-dire Dakar, la capitale, il faut que j'en fasse quelque chose. Et ça, lui, il a compris. Et on va voir ce que ça va. Dakar, c'est pas rien, c'est extrêmement important. Mais non, moi, je pense la deuxième personnalité, on dira après sur le plan politique, président de la République, sur le plan politique. Effectivement, effectivement. Donc, il faut qu'il en fasse quelque chose. Donc, c'est maintenant qu'il prépare cela. Et donc, dépendant des suffrages qu'il aura, il saura maintenant comment il est positionné par rapport à l'élection présidentielle. Mais en même temps aussi, Ousmane Sonko prépare la présidentielle de 2029. Donc forcément, ces deux personnalités politiques-là vont être là. On ne sait jamais maintenant, hein, on ne sait jamais. Ce qui va se passer, ouais. D'ici 5 ans, est-ce qu'il est possible qu'un autre individu émerge pour fédérer des forces politico-sociales? On ne sait jamais. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est sûr que seront incontournables pour la présidentielle de 2029. Oui, une lecture. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est des acteurs certainement demain aux prochaines présidentielles qui pourraient jouer un rôle extrêmement important. Mais je pense que tout dépend aujourd'hui de, disons, leurs attitudes. C'est-à-dire que M. Ousmane Sonko est au pouvoir, c'est le Premier ministre, adulé effectivement par les jeunes, etc. Et vous avez parfois, c'est ça aussi le danger du pouvoir. Bon, de l'autre côté, peut-être M. Barthélémy est évidemment maire, premier magistrat de la ville de Dakar. Bon, en même temps aussi, qui joue son avenir. Bon, dans tous les cas de figure, ce que les gens doivent intégrer, c'est des mutations qui sont en train de se produire au niveau de l'électorat. C'est-à-dire d'ici, c'est vrai, c'est 5 ans, mais dans les 5 ans aussi, des mutations. Et ces mutations-là, il faut aussi y ajouter l'expérience pratique. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas de la transhumance, etc., c'est-à-dire la question de la morale politique. C'est-à-dire que demain, l'électorat de demain peut être, excusez-moi du terme, dégoûté de telles pratiques au point de pouvoir effectivement les sanctionner. Maintenant, pour Khalifa et consorts, je pense qu'ils ont bien... C'est-à-dire cette période-là, c'est la période des jeunes loups, comme on dit. Et c'est pourquoi moi j'ai beaucoup apprécié la décision de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a décidé effectivement de ne pas se présenter. Ça aussi, il faut savoir partir en temps encadré. Bon, Idriss Seck qui s'est éclipsé lui aussi. Ouais, Idriss, ouais, c'est vrai, bon, effectivement. Mais je pense que ça aussi, c'est comprendre simplement que leur temps historique est épuisé. Que maintenant, il y a une nouvelle génération qui va venir. La question de fond maintenant, c'est peut-être eux de pouvoir effectivement les accompagner. Mais moi, ce qui est surtout important, c'est-à-dire que les gens sachent que quand ils acceptent au pouvoir, c'est pour pouvoir faire avancer ce pays. C'est-à-dire que la situation, elle est extrêmement grave. C'est-à-dire, nous, en Afrique, ce qu'on a, tout ce qu'on a, mais c'est pas de vous avez parlé tout à l'heure du souverainisme là. C'est vrai, mais c'est pas un slogan comme ça. C'est-à-dire, il faut chercher à travers les populations, peut-être ce qu'on appelle un peu des mobiles historiques, sérieux et profonds qui seraient susceptibles de mettre les populations en mouvement. Par exemple, la question alimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, comment faire? Nous avons le fleuve et tout ça. Mais comment faire pour pouvoir mobiliser effectivement les jeunes à pouvoir aller justement au niveau de la vallée du fleuve? Mais il faut que les gens soient imprégnés d'une chose en y allant. De toute façon, on va régler un problème qui permettra à l'État peut-être de faire des économies. Bref, je ne voudrais pas être très très long, mais c'est un peu pour dégager des pistes. C'est-à-dire que la rupture, c'est que les gens sachent qu'il n'y a pas d'homme providentiel pour pouvoir avancer. Très bien, très bien. Juste un mot, Alimou, c'est important ce que le doyen vient de dire, mais justement cette dimension de mobilisation, pour ça, déjà par rapport au PASTEF qui a les rênes du pouvoir, une de leurs limites, justement, c'est qu'ils sont dans des positions de clivage. C'est ça. Ça va beaucoup les
les pénaliser s'ils ne reconsidèrent pas cela. Même s'ils s'en rendent compte, parce qu'aujourd'hui, le fait d'aller démarcher et d'accepter des transhumants montre qu'ils commencent à se rendre compte que, n'est-ce pas, il faut voir plus large. Et que le président dise qu'il faut prendre la hauteur. Voilà. Kennedy, ne demandez pas ce que mon pays me donne, mais ce que je donne. Ces questions-là, on n'en parle pas. On dit tout simplement, vous aurez de l'emploi. On vous donnera ça. On va vendre beaucoup de pétrole et vous donner de l'argent. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Très bien. Alors donc, c'est la fin de Remue-Ménage. Au micro, Mohamed Ali Mouba, la technique Abdou Kiam. Nous avions comme invité dans cette émission Imam Mohamed Amadou Makhtar plutôt Kanté. Il est intellectuel, il est écrivain, une personnalité de la société civile. À ses côtés, donc Mamadou Sow, il est inspecteur du travail à la retraite. Mesdames, Messieurs,